Le balado Renaître avec résilience est une présentation de Neurosolutions. Neurosolutions développe des outils numériques thérapeutiques pour soutenir les enfants neurodivergents et leurs familles. Alors, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de ce nouveau podcast de Renaître avec résilience. J'accueille aujourd'hui Mélanie Gauthier, qui a accepté de participer à ce balado. On ne se connaît pas, Mélanie, donc c'est une première pour nous deux. On a des choses en commun, donc on va voir au fur et à mesure du balado. Donc, je vais commencer avec une question toute simple, Mélanie. Quelle est ta situation familiale? Bonjour Julie, ça me fait plaisir d'être là et d'avoir répondu à l'appel que tu avais mis sur ton Facebook. Donc, ma situation familiale, c'est quelque chose que je ne nommais pas beaucoup dans les dernières années, mais qui a émergé. Donc, maintenant, tout le monde assume, donc on peut en parler un peu plus. Je suis en couple avec un homme qui a un TSA qui a été diagnostiqué il y a 2 ans. Donc, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, 25 ans qu'on est mariés et il a eu son diagnostic justement à l'été 2023. J'ai une grande fille de 22 ans, Marie-Lou, qui n'a pas de diagnostic, mais qui a des drôles de comportements qui pourraient ressembler beaucoup à son père. Donc, dans différentes situations, on pourrait dire que j'ai aussi ma grande fille qui est neuroatypique. Et j'ai un garçon qui a eu 18 ans au mois de janvier, qui lui aussi a des traits TSA. Donc, j'ai une belle famille neuroatypique et j'ai réalisé que ma grande capacité de communication vient probablement de ces années d'expérience. Donc, j'étais mère d'enfants neuroatypiques sans le savoir. Moi, c'est vraiment comme quand ils sont devenus plus à l'âge adulte que c'est une réalisation qui s'est faite. Donc, c'est ma situation actuelle. Tu as utilisé le mot « assumer ». Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut assumer aussi qui on est. Et là, toi, c'est comme plus facile d'en parler maintenant parce que tout le monde assume sa condition. Oui, parce que autant c'est les personnes que j'aime le plus au monde que je sentais qu'il y avait des éléments différents par rapport à d'autres, des amis, des familles. Mes enfants font du sport, ma fille fait du ballet, le soccer, les parents de soccer. Je le voyais des différences, mais en relation avec les autres, en public, c'est pas écrit dans leur front. Et ils se débrouillent vraiment super bien. Sauf qu'il y a des petits trucs ou des difficultés qui, au privé, n'apparaissent pas nécessairement. Donc, il y a comme une incompréhension de l'environnement extérieur. C'est comme si les gens disent, ben non, franchement, ça se peut pas que ton conjoint ait un diagnostic. Ben non, ça se peut pas, tu sais. J'ai même une amie psychologue qui m'a dit, ben franchement, ton chum, il a pas ça. Ben, je suis comme, j'ai un diagnostic, là, arrête, là, tu sais. Fait que ça peut aller jusque-là dans le manque de validation, je vais le dire comme ça. Oui. Le manque de validation, ça, on y fait face régulièrement, là, non, ça se peut pas, ou si, on vit toutes la même chose, ou... Oui. Donc, ou quand les gens, je ne sais pas si toi tu vivais ça, mais quand on te demande, donne-moi un exemple de qu'est-ce qui fait penser que, tu sais, ton fils est comme ça ou ta fille est comme ça, donne-moi un exemple. Puis là, c'est comme abstrait. C'est parce que les personnes vont minimiser ou dire, c'est normal, le mien, il fait ça, ou ma fille a fait ça. Puis là, ouais, mais je vais te donner un exemple. J'ai une amie qui est éducatrice spécialisée, puis elle comprend plus. Mais comme, oui, je comprends, puis son fils est dans l'équipe de soccer. Et on avait toute la gang, un tournoi de soccer, puis on va souper tout le monde au resto. Et mon fils, à l'époque, a 15-16 ans. Puis là, je sais quand on va au resto, c'est souvent moi qui décide qu'est-ce qu'ils vont manger. Parce qu'ils sont comme, il y a trop d'informations, il y a trop... Fait que là, ils viennent, ils ne savent plus quoi choisir. Puis la même chose avec mon conjoint. S'il y a des mots qu'ils ne connaissent pas, donc je vais les accompagner là-dedans. Je suis habituée et tout ça. Mais quand mon fils est venu s'asseoir à côté de moi pour dire, maman, c'est quoi que je mange? Je l'ai bien vu qu'il n'y a pas un autre garçon de la gang qui a demandé à ses parents qu'est-ce qu'il allait manger dans le menu, là.
C'est le seul. Fait que là, j'ai dit, ben, t'as le choix, t'as ça, t'as ça. Ah, OK, c'est beau. Puis là, il est reparti. Puis lui, honnêtement, ça brime pas sa confiance, son estime. Il s'en fout. Lui, c'est juste comme, c'est plus facile de demander à ma mère à quelque part. Mais mon amie, elle m'a regardée et elle a fait comme, c'est ça que tu veux dire, hein? J'ai dit oui, c'est ça que je veux dire. Puis là, je me sentais comme au moins, il y a quelqu'un qui comprend que c'est différent, tout simplement. Fait que c'est le genre de situation qui sont concrètes, mais que de l'extérieur, ça passe inaperçu ou banal, mettons. C'est ça, c'est subtil. Oui. Voilà. C'est subtil. Peut-être qu'il ne savait pas ce qu'il avait le droit de manger, ce qu'il voulait manger, puis c'est tout. Mais effectivement, la quantité d'informations que nous, on est habitués de traiter et que eux, c'est comme trop, ben, c'est là aussi qu'on voit les limites. Là, voilà. Oui. Donc, deuxième question. Ta situation professionnelle en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Oui, en ce moment, en fait, depuis 2020, en fait, quand la pandémie est arrivée, j'étais en grande remise en question professionnelle. Je ne savais pas si j'allais continuer ou non. Donc, depuis 5 ans, je me suis formée. Puis maintenant, je fais des analyses de profil de personnalité. Donc, j'ai passé d'opticienne à faire ce travail-là. Donc, je travaille en collaboration avec des entreprises pour des embauches. Je fais aussi pour des partenariats d'affaires, donc voir les compatibilités et tout ça. Puis, j'aide les personnes qui sont en remise en question à trouver leur X. Là, ma compagnie s'appelle Sur mon X, donc j'aide les gens à trouver leur X. Je fais mon petit bonhomme de chemin depuis 5 ans maintenant. C'est ce que je fais. Donc, tu as réorienté ta carrière complètement, de partir d'opticienne, d'aller vraiment vers l'accompagnement. Bon, on reste dans le service client d'une certaine façon, mais donc, tu as opéré un virage important comme ça. Ou c'est venu, ou il y a eu quelque chose derrière qui a... Disons que c'est une accumulation. Il y avait évidemment, je dirais que le point tournant, c'est 2015, là, le moment où il faut vraiment, je ne peux plus continuer comme ça. Mais en même temps, les enfants étaient plus jeunes, donc trop de responsabilités pour me permettre de dire comment je me sens dedans. Là. Fait qu'on met un petit morceau ensemble et on va faire ce qu'on a à faire. Mais c'était devenu de plus en plus difficile d'être là-dedans. Autant d'être présente pour les devoirs, puis ça, c'était pas ma force. Mon chum est beaucoup plus patient que moi pour les devoirs, mais cette gestion-là prenait beaucoup d'espace, donc je prenais mon mal en patience, puis je me disais, éventuellement, je sais que je veux changer, mais il y a beaucoup de gens qui restent coincés là-dedans parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire d'autre. Donc, on accepte d'être dans cet inconfort-là. Puis, l'opportunité, c'est drôle parce que c'est un livre que j'ai lu pour la liberté financière et tout ça, qui a comme ouvert une possibilité. Puis, dans des formations pour investir en immobilier, on faisait ça, moi et mon conjoint ensemble. Puis, finalement, ben, j'ai réalisé que je pouvais bien communiquer, que j'avais développé ces talents-là. Puis, j'ai commencé le développement personnel parce que mes enfants s'en allaient vers l'adolescence. Et le reflet que j'avais, c'était pas la portion que je voulais que ça sortait de moi. C'est un peu comme, tu sais, à l'adolescence, les comportements sont différents, c'est plus confrontant. Et mes façons de réagir, je les aimais pas. J'étais beaucoup dans la victimisation aussi, très réactive. Fait que je me disais, je vais aller me chercher des outils parce que là, ça commence à être vraiment lourd. Puis ces informations-là, je me disais, mais comment ça se fait qu'on n'apprend pas ça? Et je me suis dit, je vais commencer à les partager. Fait que c'est un peu comme... Et je me disais, si je travaille sur moi, ben c'est la meilleure façon parce qu'on ne peut pas forcer les autres autour à changer. Mais si je fais ce travail-là sur moi, il va avoir un impact sur mes enfants. Puis, je pense que c'est en tant que parent d'un enfant, qu'il soit neuroatypique ou pas, le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, c'est de prendre ce temps-là pour nous-mêmes parce que c'est le modèle qu'on veut transmettre à nos enfants. Et au départ, je le faisais pour eux à 100%. Je n'étais vraiment pas dans « je pense à moi ». Vraiment pas. J'étais vraiment dans « je veux être la meilleure mère au monde ». Et c'était le moyen que j'avais trouvé pour finalement réaliser que je pouvais autant le faire pour moi que pour eux et que tout le monde récolte, dans le fond, dans cet effort-là. Ouais.
Donc, ton entreprise a un super beau nom, je voulais te le dire. Sur mon X, on le voit bien à l'arrière, c'est magnifique. Et ben moi, ça me parle parce que je me dis, moi aussi, tu sais, j'ai cherché à un moment donné, effectivement, il y a ça où tu peux plus rester dans le statu quo, là. Faut que tu fasses quelque chose. Quoi, tu le sais pas encore. Puis je pense que tu l'as bien nommé, on commence à le faire pour nos enfants, puis à un moment donné, on se rend compte que, oups, on en a besoin pour nous aussi, pour se nourrir, se développer. Tu sais, tu disais victimisation. Moi, mon fils, à un moment donné, je pense qu'il avait 12 ou 13 ans, puis il m'a dit, j'avais dit quelque chose, je me souviens pas trop quoi, puis il me disait, ah oui, t'es dans ton rôle de victime, là, hein? Oh. Et là, j'avais fait, OK. Oui, oui. OK, je Ouch. pense que oui, ouch, il va falloir que je fasse quelque chose parce que effectivement, j'étais dans mon rôle de victime, puis je veux dire, ça faisait quelques années seulement qu'on avait le diagnostic, donc je devais apprendre des choses encore. Et ça a fait mal, puis ça a fait OK, on va passer à autre chose, je pense. Donc oui, on le fait au début pour nos enfants, puis après ça devient, c'est nourrissant. Tellement. On en mange à tous les jours, on en veut, là. Oui, oui, bien en fait, parce qu'au lieu d'avoir, comme on parlait tantôt, au lieu d'avoir juste un sac à dos qui est vraiment lourd, puis de me dire, mon Dieu, c'est un poids qui se rajoute à chaque jour, bien là, j'ai enlevé de la lourdeur, puis j'ai mis des outils en place dedans. Donc, c'est plus la même expérience. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de défis. Ça veut juste dire que quand il y en a un, je reste moins pris là-dedans. Je reste moins longtemps, mais je prends le temps de dire, OK, là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas de solution, que je ne sais pas comment je vais m'y prendre, c'est venu me chercher. Je me le permets, mais après, je fais comme, OK, mais là, c'est quoi la prochaine étape? Mais avant, je tournais en rond, là. Il n'y avait pas d'issue de mon point de vue. Maintenant, il y en a. Maintenant, il y en a. Et ça nous amène à c'est un peu de la résilience qu'on développe. Mais Oui. on se donne les outils pour être résilient. Oui, oui. Ça te parle? En fait, là, c'est d'arrêter de penser qu'il y a quelqu'un qui va nous sauver. Oui. Parce que la personne qui peut te sauver, c'est la seule personne qui peut nous sauver, c'est nous-mêmes. Puis, je sais que tu voulais, c'est quoi ma vision de la résilience, puis moi aussi, j'ai pris des petites notes, là. Donc, c'est vraiment d'accepter qu'est-ce qui est là, de prendre la hauteur, puis de trouver le bon outil pour traverser ça. Puis, moi, j'ai fait la retraite de Vipassana, de 10 jours de silence. Et le plus important, c'est de se rappeler que tout est impermanent. Donc, ce que je vis en ce moment, c'est inconfortable, je ne suis pas bien, mais cela aussi passera, tu sais, ça va passer, là, c'est souffrant, mais à un moment donné, ça ne le sera plus ou ça va s'apaiser. Mais j'ai arrêté de penser que c'était la fin du monde à chaque fois. Ça aide beaucoup. Puis aussi d'arrêter de penser que, bon, avec cet épisode-là, on n'est pas de mauvaise mère, on ne vit pas de mauvaise année, on vit pas, tu sais, il ne faut pas tout jeter parce qu'il y a un épisode qui est difficile. On se relève puis on continue. Oui, puis je trouve que c'est important aussi quand, dans mes réactions, des fois, ça m'arrive encore là, de l'échapper, de dire « Oh mon Dieu, ça a débordé. » D'être capable de le nommer parce que même ma fille qui a 22 ans est très réactive et des fois, elle est très... ça vient la chercher émotionnellement et disons que c'est la meilleure façon, en fait, de vivre nos émotions puis de les laisser nous traverser. Mais moi, j'ai cette sensibilité-là et j'ai réagi très fortement dernièrement, mais d'être capable d'aller dire, écoute, telle situation, je comprends que ça te fait vivre quelque chose, mais il faut que tu saches que c'est pas obligé d'éclabousser tout le monde. C'est pas obligé de... Mais je comprends que c'est venu te chercher. Sauf que là, et en tout cas, il y a tout le temps le combat à l'intérieur de vouloir leur apprendre comment un peu ça fonctionne, les codes sociaux et tout ça, parce que les gens ne voudront pas rester avec quelqu'un qui est tout le temps en train de se défouler du point de vue extérieur sur les autres, mais en même temps de se permettre quand même de vivre qu'est-ce qui est là. C'est comme si la ligne est mince tout le temps, mais on jongle à travers ça, puis de leur nommer, regarde ici, j'ai fait de telle façon, mais j'aurais pu agir autrement. Puis, tu sais, de dire, j'ai fait une erreur. D'être capable de le faire pour qu'eux se le permettent aussi, je pense. Ouais. Effectivement. Parce que tu parles de ta fille Marie-Lou,
on va aller la chercher, puis elle va venir nous poser une question. Bouge pas. J'avais une question pour toi. Fait que je voulais savoir de quelle manière as-tu vécu une croissance personnelle depuis que tu es devenu parent d'enfants autistes? Comment tu te sens par rapport à Marie-Lou qui te pose une question? Elle en pose tellement beaucoup. mais c'est rarement des questions en lien avec moi. Je ne veux pas dire qu'elle ne s'informe pas de moi, mais là, qui est vraiment en lien avec l'évolution et tout ça. En fait, quand je suis devenue parent, il faut se rappeler que moi, je ne savais pas que mes enfants étaient neurodivergents ou même mon conjoint, je ne savais pas. Fait que je trouvais juste le rôle de parent difficile, comme ça t'arrive du jour au lendemain, mais en même temps, quand je regarde en arrière, dès que Marie-Lou avait 3 ans, on a fait une formation qui s'appelle Parent guide, parent complice, parce que déjà là, je me disais, c'est beaucoup d'impact qu'on peut avoir sur eux. Donc, comment je peux faire en sorte de minimiser ou de ne pas, des fois, je dis ça, briser nos enfants, mais comment bien intervenir pour pouvoir mettre un cadre sans brimer l'enfant, mais pas trop mou, parce que si c'est trop mou, en tout cas, ça c'est mon opinion, mais je voulais apprendre à faire cette chose-là. Et ça nous a beaucoup aidés. Mais Marie-Lou était une enfant facile, était une petite fille joyeuse et c'était, je dirais que si j'avais eu juste ma fille, j'aurais probablement moins ressenti le besoin de faire du développement personnel que si j'avais eu juste mon garçon. Mais Marie-Lou, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est une fierté les deux. Mais mon fils, je dis souvent que c'est un excellent enseignant. Un très beau miroir. Donc, ces enfants-là, je ne sais pas par rapport à d'autres enfants si c'est différent, mais le développement personnel, c'est clairement pour eux que je voulais le faire. Donc, je les remercie, dans le fond, de m'avoir choisi comme maman parce que ça me fait faire un chemin que je ne savais pas que j'aurais à faire, mais que j'apprécie quand je regarde en arrière. Quand on fait les pas, des fois, on se demande pourquoi je vis ça, puis pourquoi c'est moi. Mais en arrière, quand je colle les morceaux ensemble, je me dis, mon Dieu, que ça valait les efforts, puis ça valait la joie de traverser tout ça. Là. Ouais. Donc, c'est avant même d'avoir, qu'importe un diagnostic, tu avais déjà commencé à essayer d'être une bonne maman, puis une maman présente pour tes enfants. Oui, puis parce après ça, tu as dû développer encore plus, mais tu avais déjà commencé ce chemin-là, tu étais déjà partie sur ce chemin-là de développement. J'avais déjà cette ouverture-là, puis même dans mon travail d'opticienne, je sais que j'aimais la formation continue, j'avais cette curiosité-là d'en savoir un peu plus, même qu'il y a des fois, je vivais des frustrations parce que les patrons ne voulaient pas payer de la formation, puis je me disais, il me semble que c'est logique, si tes employés se développent, c'est encore mieux pour tes clients. Fait que je pense que c'était inné en moi d'aller quand même dans cette soif d'information-là, ouais. Non, je comprends, effectivement. Puis, est-ce qu'il y a des forces, je suis sûre que oui, là, que tu as développées dans ta vie personnelle puis que tu as transposées dans ta vie professionnelle? Parce qu'en tant que maman, on passe beaucoup de temps à être une maman, hein? Puis on passe beaucoup de temps à développer des choses. Moi, je me dis qu'il faut que ça serve ailleurs. Toi, est-ce que ça sert dans ta vie professionnelle, tout ce que tu as pu développer? Ah, tellement. C'est sûr que la grosse partie de mon travail, c'est de communiquer et de simplifier de l'information. Donc, j'ai eu les meilleures personnes que je pouvais avoir pour me pratiquer. J'ai vraiment une facilité à prendre des concepts, des fois qui sont un peu abstraits, un peu flous, puis de trouver une image, puis de dire, ah, ben tu vois, c'est le même principe que telle chose. Et ça fait en sorte que je me dis, mais c'est pour ça, c'était ça le cadeau, en fait, là, le plus beau cadeau que je peux avoir. Ça a développé de la patience.
J'en avais, mais je ne savais pas à quel point. Mais oui, ça m'aide au quotidien dans mon travail. Ça m'aide pour créer du contenu. Je fais des tranches de vie, puis les gens trouvent ça drôle parce que je parle un peu de leur trait de personnalité et tout ça. Fait que oui, je ne sais pas si ça serait le même résultat si je n'avais pas eu ce bagage-là. C'est sûr que c'est dur à dire, puis de faire abstraction de ça, mais c'est clairement grâce à eux que je suis la personne que je suis aujourd'hui, là, qui a cette aptitude-là à comprendre les émotions des autres, à nommer comment tu te sens, ça te fait sentir comment. Puis ma fille, elle me servait de cobaye pour des nouvelles techniques, pour des nouvelles affaires. Marie-Lou, on va essayer ça ensemble, on va essayer. Fait que j'ai testé avec eux quand même. Donc, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. Je m'en sers au quotidien. Oui. Tu te sens plus compétente aussi dans ton rôle professionnel avec tous les outils que tu as pu développer, mais que c'était un besoin au niveau personnel. Oui, exactement. C'est comme si tout à coup, j'avais plein de morceaux de casse-tête que je ne savais pas à quoi ils allaient servir. Puis que là, tout à coup, ça fait du sens. Puis que là, je vois le portrait. Puis je suis comme, ah, wow, OK, c'était ça mon casse-tête. Là. Il a été mêlé longtemps. Là. Puis il a été dans la boîte longtemps aussi. Mais là, c'est comme, ah, ça prend tout son sens. Puis je suis fière là, de ma famille, même si c'est pas parfait, même si des fois on a des défis. Mais je pense qu'il y a peu de gens qui auraient choisi de marcher le chemin difficile, puis que la facilité, tu sais, je vais effleurer un peu le sujet, mais de rester avec mon conjoint dans les dernières années, avec le tourbillon qu'on a vécu, la solution plus simple aurait été probablement de dire on va faire chacun notre chemin. On a fait un choix différent, mais à chaque jour, c'est comme refaire ce choix-là de continuer de marcher ensemble. Ouais. Puis je pense que je veux pas aller. C'est important le choix. Je pense que c'est la clé aussi, c'est qu'à tous les jours, on fait le choix, qu'on continue, puis qu'on essaie encore. Oui. Puis, je me fais accompagner aussi. Hein, ça, c'est ultra important parce que sinon, on peut se sentir isolé. L'année passée, c'était une personne qui est spécialisée en accompagnement des personnes qui ont des membres autistes dans leur famille. Il y a aussi une coach que j'ai en ce moment qui a un garçon aussi qui a un TSA. Puis, je pense que des fois, j'oublie comme qui sont différents. Donc là, mes attentes sont grandes. Là, je vis des déceptions. Je disais, ouais, mais là, on communiquait, ça allait super bien. Ça faisait 1 heure qu'on se parlait. Tout était beau. Puis là, tout à coup, là, ça a dérapé. Puis là, on a comme poigné à Gravel. Puis là, elle dit, ouais, mais Mélanie, ça faisait 1 heure. Puis je dis, ouais, mais ça a dérapé. Elle dit, oui, mais ça faisait 1 heure. C'est beau. Mais c'est comme si j'oublie que c'est ça. Fait que là, mais on a des codes. Je vais dire, je comprends que tu comprends pas, puis c'est correct. Puis là, moi, je vais faire une introspection, comment j'aurais pu le dire autrement, mais je peux vous dire que des fois, là, je me sens un peu comme, le jeu pour enfants, là, qu'il faut mettre le bon morceau dans le bon trou, là, les étoiles, le rond, le carré, là. Et des fois, j'essaye comme les formes, là, puis là, je travaille fort. Puis à un moment donné, c'est le bon morceau, ça rentre, ça marche. Puis là, j'ai dit la bonne affaire. Mais c'est exigeant. C'est exigeant. Exigeant, mais des fois aussi, ils sont plus à la bonne place, sont plus réceptifs, il y a trop d'informations qui est rentrée, il faut juste reculer, puis des fois de reprendre aussi le même concept, ça va passer la deuxième fois, mais il faut aussi leur laisser le temps de digérer l'information, de la traiter, l'information. Oui, effectivement, c'est important ça. Oui, c'est vrai. C'est important. Hein? Oui. Parce que, et ça, c'est vrai, je l'oublie, c'est que dans ma tête, surtout en communication, là, c'est comme si ça va vraiment vite. Là, c'est comme, je vais dire ça, puis là, c'est très facile. Et c'est leur défi. Fait qu'il faut que je lui laisse le temps d'accueillir, puis on va en reparler. Fait qu'il y a des fois, c'est plus facile de s'écrire ou de s'envoyer un vocal ou que tout de suite, sinon ça peut exploser en termes
visuellement, là, mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... C'est juste des fois, là, les réactions sont un petit peu plus intenses. Mais j'ai appris aussi à mettre mes limites parce que je me laissais beaucoup impacter puis envahir par leur état émotionnel. Donc, je le voyais beaucoup comme une grande responsabilité de venir les réguler et tout ça. Mais à un moment donné, si moi, je ne suis plus capable de me réguler puis que moi, je me sens comme étouffée là-dedans, ben, je n'aide plus personne. Fait que maintenant qu'ils sont grands, je suis capable de dire, ben écoute, en ce moment, tu ne te sens pas bien, fait que je vais te laisser gérer ça parce que moi, j'en ai pas besoin. Tu sais, je lui dis, là, je ne suis pas un punching bag. Fait que je vais aller prendre de l'air ou, tu sais, qui pourrait être vu comme de la fuite, mais si je me choisis. Puis, en tout cas, ouais, c'est un peu comme ça que je le vois. Mais tu te choisis, mais tu aussi leur laisses la responsabilité. Donc, c'est pas une fuite. À un moment donné, il faut que chacun prenne sa responsabilité de ce qui leur appartient. Oui, exact. C'est un cadeau que tu leur donnes de pouvoir eux-mêmes trouver la solution pour se réguler, puis ensuite de revenir ensemble. Oui. Moi, c'est comme ça que je le vois là, maintenant. Là. Mais c'est vrai que quand ils sont plus jeunes, on les régule beaucoup. On fait tout pour les réguler. Puis à un moment donné, il faut se retirer puis faire OK, là, je t'en ai assez donné. Je t'ai assez donné d'outils pour que toi, maintenant, tu sois capable d'aller les chercher puis de le faire toi-même. Ça t'appartient maintenant. Mais cette transition-là, là, entre je le fais pour toi, puis c'est à toi maintenant de le faire, c'est à tâtons, hein? Tu recules, t'avances, là, tu dis, j'aurais pas dû aller là, OK. C'est la partie où tu dois te redéfinir comme parent. Puis Dieu sait qu'on s'est redéfini souvent dans cette relation-là, mais encore une fois, tu arrives à une étape, il faut que tu te redéfinisses, puis te dire, OK, là, ça y appartient, je peux pas faire en sorte de le réguler, c'est à lui de le faire. Oui, et c'est challengeant. On passe aussi quand ils sont petits, ils nous vénèrent, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est comme wow, maman, wow, ils trippent vraiment. Mais là, l'adolescence arrive, là, ils vivent comme un peu un cocktail d'émotions. Il y a aussi les transitions qui sont difficiles, changer d'école, changer de professeur, changer... Fait que là, on est tout en train de comme tuner un peu, puis de les rassurer. En tout cas, moi, je les rassurais et tout ça. Mais quand l'adolescence est arrivée, secondaire 2, 3, ma fille, mais ça s'est passé pas si mal parce que le côté anxieux fait en sorte qu'elle a comme tendance un peu plus à suivre les recommandations, dire « Ah non, je veux pas », puis à se revire, mais elle le fait quand même. Mais mon fils, s'il veut pas, il le fera pas, puis il a pas peur qu'on l'aime plus. Fait que et on n'a pas cultivé ça. C'est juste que lui, comme c'est comme un peu téflon, genre il s'en fout. Comme, tu veux dire une semaine pas d'écran, puis il va dire OK, pourquoi pas 2? Ben là, je sais pas. Là. J'ai comme. Tu sais, fait que tu vois bien qu'il n'y a pas de moyen. Fait que j'ai trouvé ça plus difficile avec mon fils de l'amener à s'autoréguler et tout ça, parce qu'il ne parle pas beaucoup. Pas qu'il n'est pas capable, mais c'est comme plus un effort que ma fille. Puis, il vit beaucoup les choses à l'intérieur, mais je ne peux pas l'aider à savoir comment il se sent s'il n'est pas capable de me dire qu'est-ce qu'il ressent. Fait que c'est plus dur, c'est beaucoup plus difficile la deuxième fois. Puis, ils n'ont pas la même évolution que les adolescents neurotypiques, je vais le dire comme ça. J'ai l'impression qu'on est comme tout le temps un petit peu dans une progression qui est différente et que certains amis, mettons, sont rendus à différentes étapes puis que là, moi, je suis comme, ouais, non, mais on n'est pas là, tu sais. Puis là, c'est comme si je veux justifier, mais ça n'a donc bien pas rapport. Tu sais, mettons, le permis de conduire. Ben, c'est pas à 16 ans. Ils sont pas prêts à 16 ans. Ils sont pas prêts. C'est ça. Mais c'est lentement, mais sûrement pour l'autorégulation. On va dire comme ça. Oui, effectivement. On va continuer. Si je vais dans... y a-t-il des activités qui t'ont aidé à reconnecter avec toi-même? Est-ce que tu as fait des passe-temps ou des hobbies qui t'ont aidé vraiment à te reconnecter? Oui, entre autres, en fait, j'ai découvert la course à pied.
Quand je pense que mon fils avait 1 an ou 2 ans, là, je me disais, ça coûte pas cher, je peux partir quand je veux, je prends 15-20 minutes, puis éventuellement une demi-heure, puis c'est devenu finalement que j'aime ça plus que je pensais. Mais au départ, c'était pour gérer le stress, pour me décharger et pour faire une affaire juste pour moi. C'était la seule chose que je me disais, ça, là, j'ai le droit. Puis c'est ça, fait que ça m'a permis quand même, sans savoir, que c'était les premières réalisations que je faisais juste pour moi depuis que j'avais eu des enfants, mettons. C'était les premiers accomplissements de dire hey, j'ai fait un 5 km, wow, tu sais, toute seule. Puis comme ça ne changera pas la vie de mon fils, de ma fille, de mon chum, comme Mélanie, wow. Puis j'ai trouvé que ça goûtait bon, cette affaire-là, des fois se permettre cette petite des affaires-là. Fait que, ouais, puis je cours encore aujourd'hui, là, mais j'ai vraiment développé une passion. Puis c'était une gestion de stress qui m'aidait vraiment beaucoup. Il y a un moment aussi où mon fils, il voulait courir avec moi. Fait que, tu sais, ça faisait une activité qu'on a du plaisir. Moi puis mon conjoint, on court aussi ensemble. Mais c'est vraiment, au départ, c'était de la marche-course. Puis à un moment donné, c'est devenu, je cours, mais je cours à mon rythme. Pas de pression, pas de performance. Je comme tellement pas. Je passe mon temps à essayer de faire que tout fonctionne. Là, c'est vraiment juste, j'écoute mon corps. Puis là, des fois, je dis, je vais partir 15-20 minutes, une demi-heure. Puis là, ma fille, elle dit, tu pars le temps plus longtemps. Oui, mais je ne le sais jamais quand je pars. Puis je me le permets. Tu sais, c'est ça qui est... mais c'est une de mes ressources importantes. Puis la méditation aussi, comme j'ai nommé tantôt. Puis le développement personnel, oui, je regarde des vidéos, je m'informe là-dessus. Puis je me suis fait, je peux en parler maintenant, même si la question n'est pas arrivée, mais je me suis fait une liste avec mes ressources là, pour à chaque semaine, qu'est-ce que je... Et parce que moi, j'aime pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça prend une routine matinale ou ça prend une routine. Et moi, si tu veux... éteindre le feu à l'intérieur de moi, mais moi, une routine puis une obligation, puis c'est la formule gagnante. Non, je Donc, je me suis mis des choses que j'aime faire, puis l'important, c'est que dans chaque semaine, il y ait un peu de chacun, puis dans chaque journée, qu'il y en ait un peu de chaque. Mais peu importe lequel, peu importe dans quel ordre, peu importe, mais qu'il y en a un petit peu pour faire comme aujourd'hui, je me suis donné ça. Je me suis fait ce cadeau-là. Qui n'est pas la responsabilité de personne d'autre que moi-même. Effectivement. Moi, je dis toujours à mes mamans, faites-vous une liste de trucs que vous aimez, là, puis dans la journée, essayez d'en faire au moins 1 ou 2, même si c'est juste 5-10 minutes chacun, juste pour venir créer l'espace, puis de dire, OK, on change nos pensées, on change l'énergie de notre corps, puis on est prêt à repartir. Donc, c'est d'avoir une petite liste comme ça, effectivement, tu dis, OK, là, qu'est-ce que j'ai envie maintenant? J'aurais besoin de quelque chose, puis qu'est-ce que j'ai envie de mettre? OK, 15 minutes de course, je suis partie. Exact. Puis, tu sais, parce qu'on est beaucoup, moi, en tout cas, je vais parler pour moi, j'étais beaucoup dans m'assurer que tout le monde est bien, faire plaisir à tout le monde, comme tout est correct, les lunchs, les ci, les ça. Puis là, c'est comme, OK, mais moi, où mon moment? Puis la fuite, c'est facile de s'asseoir sur le divan puis regarder un peu d'émissions pour tirer la plug, mais c'est relaxant, mais c'est pas nourrissant. Là. Fait que cette liste-là, en tout cas, c'est un excellent outil. Puis d'avoir conscience de c'est quoi qui est bon pour moi, là, pas juste ça va-tu servir à quelque chose. Ça a le droit de servir à rien d'autre que de te faire sentir bien, mettons. C'est ça le but. Oui, puis c'est ça. Est-ce qu'il faut tout le temps avoir des buts, des objectifs hyper importants pour chaque chose? Je pense pas. Je pense pas, hein? Non. Quand on comprend ça, ça fait OK, si c'est juste de me faire plaisir, puis du bien, puis de créer de l'espace, go, je le fais. Exact. Moi, j'ai des cartes, là, j'aime l'oracle, le tarot, puis je m'amuse avec ça. Puis curieusement, je disais tantôt, mon fils, c'est difficile de le faire communiquer. Puis j'avais une amie qui tirait au tarot, puis je trouvais ça intéressant. Fait que là, je regardais sur YouTube comment ça marche, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai fait comme intuition. Je vais m'en acheter un jeu, puis on verra. Puis les cartes ont permis de connecter d'une façon différente avec mon fils, de le faire parler. Puis là, il y a comme cette curiosité-là. Fait que là, des fois, je réussis à aller chercher de l'information. Puis je suis comme, merci.
Merci, mon intuition, de m'avoir amené cet outil-là parce que de ce côté-là, il y a comme une ouverture quand même de « Ah oui, OK, je vais tirer une carte. » Là, je suis comme « Oh yes! » C'est comme, ça me fait plaisir. Mais il ne fait pas pour me faire plaisir parce que si ça ne tente pas, il va juste me dire « Ah non, elle n'a pas le temps » ou « Ah non, ça ne me tente pas. » Mais quand je sens l'ouverture, là, c'est sûr que là, la maman est bien contente. C'est le fun de trouver des petits outils comme ça. Tu n'avais pas prévu, tu cherchais pas quelque chose nécessairement pour communiquer avec ton fils. C'est arrivé dans ta vie, puis là, lui, il a fait « Wow! Wow! » Tu as trouvé quelque chose. Pouf! Oui, exact. Fait que il y a beaucoup de gens qui vont s'empêcher d'essayer quelque chose s'ils n'ont pas c'est quoi le résultat. Mais si tu ne fais pas ces expériences-là, ces tentatives-là, tu ne peux pas nécessairement récolter qu'est-ce que ça va t'apporter. Puis ça n'apporte pas nécessairement la même chose pour moi que pour quelqu'un d'autre. Non. Fait que c'est d'essayer, mais on a tellement peur d'essayer. Comme en général, en tout cas, les gens s'empêchent, qu'est-ce que le monde va penser. Quand j'ai amené mon tarot chez ma belle-mère, elle ne trouvait pas ça drôle, elle, là, beaucoup dans la religion, puis elle était comme, ah non, c'est le diable. J'étais comme, voyons donc. C'est beau, je vais le laisser chez nous. mais tu sais, c'est comme, c'est inoffensif, là, c'est des cartes, c'est des messages tout le temps bienveillants, mais bon, c'est correct, il faut respecter ça aussi. Il faut respecter. Oui, c'est ça, c'est chez eux. Je pense que tu as appris à respecter beaucoup, autant ton entourage, tes enfants, ton chum. Oui. Parce que c'est quelque chose d'important chez toi, le respect de l'autre. Oui, puis en fait, ça a été longtemps la priorité. Tu sais, comme je disais, là, que tout le monde soit bien. Puis là, je me suis comme ramenée un petit peu dans la liste quand même. Fait que c'est sûr que ça a bousculé un peu. Parce que là, maman n'est plus juste au service de tout le monde. Là. Moi, j'ai besoin aussi. Puis dernièrement, je suis allée passer un 5-6 jours au chalet. Puis là, mon gars, il dit, ben là, quand est-ce que tu reviens? T'sais? Fait que là, je dis, je vais être là pour ton match de soccer. Fait que là, il dit, ben là, t'es parti longtemps. Je dis, coudonc, tu t'ennuies-tu? Mais de sa grande capacité à nommer les choses, il a juste écrit oui. Mais ça me fait plaisir quand même parce que je le sais que pour lui, ça veut dire quand même beaucoup. Mais il dit, t'es parti super longtemps. Je dis, ben, il me semble que je suis même pas partie 7 jours. Là, mais en tout cas, fait que je me dis, c'est sa façon de me dire qu'il a remarqué que je n'étais pas là. Il a remarqué. Oui. C'est ça. Une autre question. Quel conseil donnerais-tu à d'autres parents cherchant à nourrir leurs propres rêves tout en s'occupant de leurs enfants? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, de prendre le temps Tu peux en parler avec les enfants. Ça dépend de l'âge qu'ils ont, évidemment. Mais c'est que les enfants, ils apprennent par l'exemple. Fait que si tu mets tes rêves de côté, qu'ils soient neuroatypiques ou non. Si on met nos rêves de côté pour devenir un parent, les enfants apprennent que si tu as des enfants un jour, il faut que tu sacrifies tout le reste. C'est pas ça qu'on veut leur montrer. Donc, il faut leur permettre de rêver et leur demander c'est quoi que tu aimerais et tout ça. Mais en même temps, je me souviens que quand il était jeune, je n'étais pas super bonne. Mon fils disait qu'il allait être joueur de soccer professionnel à 10 ans. Puis je disais, mais si tu es joueur de soccer professionnel, il faut que tu joues tout le temps. Il faut que tu ailles pratiquer au terrain. Il faut que tu ailles, oh là, ça me tente pas. Oh là, ça me tente pas. Fait que là, c'était pas la bonne façon, mais je disais, ben, c'est ça, tu ne seras pas un joueur professionnel. Je manquais un peu de. T'étais en processus. En processus. C'était pas délicat, mais en même temps, je voulais comme y enseigner que si tu ne mets pas les efforts, tu ne peux pas continuer de dire que tu veux ça. Donc, il faut en parler. Et maintenant, là, c'est sûr que c'est beaucoup plus ouvert qu'avant, mais c'est correct de rêver et c'est, je pense, même nécessaire de rêver, mais pas de penser que ce que la société nous transmet, c'est ça qui devrait être tes rêves. Tu sais, la richesse, d'être célèbre.
c'est pas nécessairement ça. Tu sais, ton rêve, ça peut être, j'ai une amie, elle tripe, elle a une érablière, elle a des abeilles. Tu sais, c'est ça son rêve, puis c'est correct. Fait que c'est de montrer c'est quoi qui peut être différent, puis qu'il n'y a pas un rêve qui est meilleur que l'autre. C'est ça qui est important, je pense. Là. Mais oui, il faut en parler, mais il faut avoir cette conversation-là avec nous-mêmes si on veut pouvoir l'avoir avec nos enfants. Parce que, tu sais, c'est comme le parent qui dit à son enfant l'activité physique, c'est super important, mais qui est assis sur le divan, qui fume sa cigarette, qui boit sa liqueur ou sa bière, qui dit va t'entraîner. Pas très cohérent, là. Puis je ne juge pas les gens qui le font. Je fais juste dire que si ton discours n'est pas aligné avec ce que tu as dans tes actions, ben l'enfant, lui, ce qu'il apprend, c'est les actions. Les actions, oui. Les paroles, oui. Des fois, ils m'en sortent, puis je fais comme « Ah, tu m'écoutais! » Des fois, je suis surpris. Mais les actions parlent beaucoup plus fort. Donc, si moi, je travaille à réaliser mes rêves, ben, je lui donne la permission de le faire aussi. Si on vient avec le prendre soin de toi, quel conseil tu donnerais aux parents pour qu'ils prennent soin d'eux, même s'ils ont des responsabilités parentales? Comment est-ce qu'on le priorise, même si nos enfants sont tout petits, puis c'est comme nous, on l'a priorisé à un moment donné, nos enfants sont devenus adolescents, puis on n'a pu. Mais est-ce qu'on est capable de dire quelque chose aux parents qui ont des jeunes enfants de commencer dès maintenant à faire de prendre soin d'eux? Bien, de ne pas sous-estimer les enfants, puis plus on va leur donner des petites responsabilités, plus on va pouvoir se permettre des moments à moi, de moi, là. Tu sais, se faire ce cadeau-là. Et si c'est quelqu'un, mettons, qui est dans un horaire de travail de 5 jours, puis tu sais, l'horaire assez chargé, bien, peut-être que c'est le midi que tu peux te permettre cette petite pause-là, ou peut-être que c'est quand les enfants sont couchés, mais trouver le moment qui est le plus... mais c'est que ce moment-là, il ne va pas apparaître dans l'horaire si on n'y fait pas de place. Donc, pour moi, exemple, le matin, si je ne prends pas le temps de m'asseoir, prendre mon petit jus vert, faire une des trucs qu'il y a sur ma liste, on dirait que ma journée, j'ai moins l'impression que je me suis fait ce cadeau-là. Mais ça peut être 2 minutes à juste sentir le soleil sur ma peau, puis c'est comme, ah oui, j'aime le soleil, j'ai le droit. Mais de se faire ces petits cadeaux-là, ça n'a pas besoin d'être des grosses affaires, puis ça n'a pas besoin, mais c'est la somme de ces petites actions-là qui font qu'on se rappelle qu'on est aussi important que nos enfants. Parce que je trouve que la culture en ce moment, on veut... Ça peut être... tranchant, polarisant comme opinion, mais je trouve que les parents déploient tellement d'énergie pour que leur enfant soit 100% heureux, qu'ils ne s'ennuient pas, qu'ils sont devenus des géos, là, des gentils organisateurs. Mais l'enfant, comment il peut cultiver sa créativité si on est tout le temps en train de le stimuler, puis il faut qu'il s'ennuie, il faut qu'il aille dans sa créativité. Fait que prends ce moment-là, toi, pour faire quelque chose qui te fait du bien. Ma fille, dans sa rigidité, quand elle était petite, elle avait des petits bonhommes. Puis là, elle me disait, toi, tu vas dire ça, puis là, toi, tu vas faire ça, puis là, avec la petite maison, puis là, tu vas faire ci, puis là, tu vas faire ça. Puis là, je suis comme, mais là, c'est parce que, Marie-Lou, il n'y a pas beaucoup d'espace pour improviser dans ton jeu, là. Non, mais là, il faut que ça, il va là, puis lui, il va là. Fait que là, je dis, mais finalement, tu n'as pas besoin de maman, hein? Je pense que tu peux faire tous tes personnages. Puis elle était comme juste bien contente, là. Enfin, tu sais, elle me laisse faire ce que je veux. Mais c'est correct. J'ai le droit de le dire à mon enfant que ce jeu-là, on ne le fera pas ensemble. Mais si moi, j'aime dessiner, pourquoi qu'on ne dessinerait pas ensemble? Tu sais, c'est qu'on peut faire expérimenter à notre enfant des choses qui nous font du bien aussi. Oui. Puis ça va nous nourrir autant, tu sais, mais pas les forcer, mais les faire explorer un peu ces affaires-là. Oui, je verrais ça comme ça. Parce que je ne suis pas la spécialiste de l'horaire. Là. Je ne suis vraiment pas très bonne. Gestion du temps et tout ça, c'est pas ma force. Mais ça reste que maintenant, pour moi, c'est une priorité de faire les choses pour moi. Fait que je vais soit les préparer d'avance, tu sais, comme dire, ben, je vais préparer mes vêtements pour aller m'entraîner ou je vais préparer mes runnings, tu sais. Fait que c'est quoi les actions qui vont faire en sorte qu'il y a moins de friction quand vient le temps de faire la chose qui est supposée de me faire du bien, mettons.
effectivement. Mm. Mélanie, en terminant, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose puis que je ne t'ai pas posée? Oh! Un message que tu aurais aimé dire puis que tu n'as pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas la bonne question pour répondre ou... Ben, moi, j'ai vraiment aimé les questions. Je les ai trouvées très intéressantes et tout ça. Y a-t-il une question? Ben, le dernier message que je peux laisser aux parents, ce serait de s'enlever la pression. Parce que peu importe ce qu'on fait, on fait toujours du mieux qu'on peut avec notre niveau de conscience, notre niveau de connaissance. Puis, il y a toujours moyen de rattraper des trucs qu'on n'aurait peut-être pas fait de la bonne façon. Mais je trouve que c'est une qualité exceptionnelle qu'ils ont, les gens neuroatypiques. C'est une capacité d'apprentissage, d'encoder d'une façon différente. Donc, si on leur dit, ben, tu sais quoi, finalement, c'est pas comme ça devrait être comme ça. Ils ont, je trouve, cette ouverture-là de dire, ah, OK, c'était pas de même. OK, je comprends. Donc, plus que la plupart des gens qui vont dire, ah, ben là, moi, c'est le même que je fais, puis je changerai pas, là. Fait que laissez-vous de l'espace, puis faites-vous confiance aussi, parce qu'il y a des fois, le feeling, il nous le dit, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, mais que peut-être dans le livre, c'est écrit ça, ou peut-être, mais c'est toi aussi le parent, puis tu le sais majoritairement qu'est-ce qui peut être bon autant pour lui. Fait que, oui, faites-vous confiance. Puis, plus vous vous faites confiance, plus l'enfant va avoir confiance aussi en lui. Parce que si je ne me fais pas confiance puis que je doute, puis que, ben, c'est ça qu'il apprend. C'est ça qu'il apprend, le manque de confiance. Oui. Merci beaucoup, Mélanie, de ce moment passé avec nous. Ça a été fort agréable, sincèrement. J'ai apprécié beaucoup. Bien, merci. Merci infiniment pour l'invitation. Ça me fait plaisir de partager une partie de mon expérience si ça peut donner un coup de main ou des pistes de solutions parce que c'est ce qu'on a besoin, puis de se dire qu'on est assez, puis que tout le monde a ce cadeau-là, ben, c'est qu'il y a une raison, puis que des fois, on l'a peut-être pas, on l'a juste pas compris. Parce que, tu sais, le livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Conversation avec Dieu. Puis dans Conversation avec Dieu, hein, il dit, je ne vous ai envoyé que des anges. C'est juste que des fois, l'ange, il est déguisé d'une drôle de façon, mais il y a toujours quelque chose à retirer dans les expériences. Ouais. Puis je me suis souvent, écoute, c'est drôle que tu dises conversation avec Dieu parce que je me suis souvent rappelé dans les moments difficiles, là, parce qu'il y en a des moments où tu te dis comment je vais faire pour y arriver. Puis dans conversation avec Dieu, il dit, tu sais, tu prends la décision à tous les jours à un niveau inconscient, tu prends la décision de continuer. Fait que si tu es encore là, c'est parce qu'il faut que tu continues puis que on va t'envoyer là. Fait que là, je me suis souvent rattachée à ça en me disant, non, tu sais, je l'ai choisi à un autre niveau, je vais l'incarner maintenant. Oui, exact. Ouais. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Oui, effectivement. J'ai lu toute la série. Il y en a plusieurs. Là. Je les ai tous lus. J'ai adoré. Oui. Alors, merci. Puis, pour nos auditeurs, sachez que Marie-Lou, la fille de Mélanie, a accepté de me parler un petit 10 minutes aussi, puis ça va faire l'objet d'une capsule à part que vous allez pouvoir avoir accès en même temps que le balado avec Mélanie. Donc, je vais le mettre sous le balado de Mélanie. Comme ça, vous allez pouvoir le voir. C'était une conversation vraiment intéressante avec Marie-Lou qui vient nous parler de comment elle voit ça, elle. Sa particularité, on va l'appeler hybride parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, donc sa particularité hybride, fait que je vous invite vraiment à aller le voir. Alors Mélanie, merci. Merci infiniment. Au plaisir.